Répand notre linge sur la ligne Siegfried, pour laver le linge, voici le moment. On ira pendre notre linge sur la ligne Siegfried, à nous le beau linge blanc. Les vieux mouchoirs et les chemises à papa, en famille on lavera tout ça. On ira pendre notre linge sur la ligne Siegfried, si on la trouve encore là. Et je me suis retrouvé prisonnier. Comme tous mes frères d'armes, je n'ai pas compris. Le lundi 4 septembre 1939, j'étais parti de la gare du Nord à Paris rejoindre mon régiment. Il y avait mes sœurs, Clémence et Aline, notre amie Madame Puyot, ma femme et mon fils étaient encore dans la Drôme. J'ai vécu la drôle de guerre. J'ai eu des permissions. J'ai revu ma famille. Nous n'étions pas très inquiets. N'avions-nous pas la meilleure armée d'Europe, avec des chefs qui avaient gagné la Grande Guerre? N'étions-nous pas bien protégés par l'infranchissable ligne Maginot? Depuis l'attaque allemande du 10 mai, nous bougeons sans cesse. Le 16, la débâcle commence vers Neufraison, dans les Ardennes. Nous fuyons. Et le soir, nous dormons près d'une ferme dans les bois. Le 17 mai, à 6 heures du matin, nous sommes faits prisonniers à Ligny. Je me suis alors débarrassé des lettres de mon épouse Fernande en les déchirant en 1000 morceaux quelques instants avant de nous rendre, car je voulais être le seul à les avoir lus. Commence alors une sorte d'errance à pied, de campement en campement. Charleville, Rouvroy, Neufchâteau en Belgique. Nous dormons dans les prés, nous buvons l'eau des ruisseaux. Nous ne touchons rien à manger. Nous sommes obligés de piller les poulaillers. La faim est grande et les marches longues. À Bastogne, nous prenons le train le 25 mai pour arriver au Stalag le 27 mai. J'ai tout noté, jour par jour, même le détail de nos maigres repas, pour garder une trace, un témoignage. Parce que je suis tenace, je réussis, 3 jours plus tard, quelque part dans un village, à envoyer à Fernande ce qui est ma première lettre de prisonnier de guerre. Ma chère petite femme, ce petit mot te rassurera sur mon sort, car tu dois être dans une inquiétude folle. Je suis toujours en vie, sain et sauf, mais prisonnier de guerre depuis le 17 mai. Ma chérie, nous ignorons la durée de notre séparation aussi. Je te demande d'être forte et courageuse, de bien élever notre petit chéri, de m'attendre bien sagement et de me rester fidèle. Et si Dieu le veut, nous retrouverons un jour notre bonheur. Un autre PG, mon copain Jules Lerus, libéré début 41, raconte à Fernande les détails de nos premiers temps de captivité, ce que je n'ai jamais écrit, pour ne pas inquiéter les miens. Les plus durs moments, c'était le jour où nous avons pris le train. Nous étions tous au plus maigres, à cause des privations que nous avons subies au cours des marches et aussi au Stalag. La moitié d'un quart d'an, ou 2 ou 3 pommes de terre en hors de champ, un petit morceau de pain pour la journée. Nous jouions aux cartes pour oublier notre faim. Aussi, le jour où nous sommes arrivés à l'Oflag, nous avons mangé à nous rendre malades. Ce n'était pas bon, mais la quantité y était. Voilà, nous étions bien logés, pas de bêtes, le paradis à côté du Stalag. Je ne recevais pas de colis. Mais Georges avait bon cœur, il me donnait du tabac. Il est pris en piste. Mais nous étions encore confiants. Oui, nos armées allaient réagir, allaient faire déguerpir. Et puis non, rien. Le 17 juin, le maréchal Pétain appelle tous les soldats à déposer les armes, à se rendre. C'était l'armistice. Nous sommes près de 2 millions à être capturés, sidérés, assommés par la débâcle sur les routes. L'efficacité de l'armée allemande. Mais alors, mais la guerre est finie, n'est-ce pas? Alors, je vais pouvoir rentrer prochainement. C'est l'espoir de Fernande. Mon petit pépère chéri, c'est avec le cœur gonflé d'espoir que je t'écris cette lettre.
pensant que le jour de notre réunion n'est plus très loin maintenant. Peut-être es-tu au courant de la rencontre entre le chancelier Hitler et le maréchal Pétain, ce 24 octobre, à Montoire. Inutile de te dire que toutes les pensées sont tournées de ce côté et que nous attendons tous, avec espoir, la paix, qui, je le souhaite, ne tardera pas. Quand nous saurons que la paix est signée, que de larmes de joie couleront en pensant à l'être cher qui va revenir. Pouvais-je deviner? Qui pouvait deviner que jamais la paix ne sera signée, que nous allions rester prisonniers de guerre, PG, 5 longues années, loin de la France, loin de nos familles, épouses, sœurs et amis, loin de tout. Personne, absolument personne. Sinon, sans doute, nous nous serions révoltés, nous aurions résisté, tenté de nous évader peut-être. C'était assez facile au début. Les campements étaient sommaires. Après coup, nous aurions peut-être été plus nombreux à rejoindre la France libre à Londres. Mais non. J'ai la chance d'être immatriculé 3 jours après mon arrivée, par chambre. Cela veut dire que j'ai enfin une adresse définitive. Je peux écrire et on peut m'écrire. L'essentiel pour tout le monde. Je ne suis ni mort ni blessé, je vais bien. Le 1er juillet, je suis officiellement affecté à l'Oflag de la forteresse de Königstein, avec 100 généraux et amiraux, français et étrangers. J'ai ramené mon dossier, récupéré à la libération du camp. Il y a une photo de moi, sourire absent, les traits tirés, et la fiche est précise. Taille, 1m78, date et lieu de naissance, empreinte digitale, la date et le lieu de ma capture. Il y a même l'adresse de mon épouse dans la Drôme. Tout est clair et net. C'est la fameuse précision allemande. En échangeant avec d'autres prisonniers à notre libération, je me suis rendu compte que nous n'avions pas été les plus durement traités. Il y a des récits de longues marches, de campements épouvantables, de stalags insalubres. On peut dire que j'ai eu la chance. À peine 10 jours de transfert, et ces 2 premières années dans un camp très spécial, avec ses généraux et amiraux. Mais avant d'aller plus loin, je dois me présenter. Je suis un des 1 600 000 soldats français qui ont été emmenés en Allemagne en 1940. Le dernier million sera libéré après 5 années de captivité. Et j'en fais partie. Mon histoire est unique et en même temps représentative de ces hommes privés des leurs pendant 5 ans. Je suis issu d'une grande famille catholique du Nord, de Lille. Je suis très croyant. Cela m'avait dit. J'en arrive à croire que cette épreuve m'était mise, qu'elle me fut justement envoyée par le bon Dieu pour me faire sentir, penser, réfléchir, en un mot, me rendre un homme. Avec mes 4 sœurs et mon frère, nous avons reçu une éducation exclusivement familiale. Les caractères comme les nôtres sont assez renfermés. Il nous faut du temps pour avoir de l'affection pour les autres, ce qui ne m'empêche pas d'être gai, rieur, voire moqueur. Mes sœurs me disent aussi que j'ai une grande sensibilité. Lorsque je rencontre Fernande, en 1930 à Lille, elle travaille au magasin de France. Je suis vite séduit par ce qui se dégage d'elle. Je la trouve très belle femme, alors je papillonne autour d'elle. Son berceau familial est la ville de Sauls. Sa famille possédait une partie de la ville, mais elle était plutôt cigale, et la mienne plutôt fournie. Le patrimoine a vite fondu. Je n'ai jamais compris comment les parents de Fernand ont pu se mettre ensemble et avoir 2 filles, mon épouse et sa sœur. Quand je la rencontre, son père est dans le sud et les relations sont tendues entre nous. Fernande possède ce que les filles du Nord n'ont pas. Un brin de soleil dans le regard et dans la voix. Peut-être un brin d'audace aussi. Elle a un caractère très fier. Je la fréquente depuis peu, lorsque le 4 avril 1931, je reçois une toute petite enveloppe avec une mèche de ses cheveux châtain clair et avec ce petit mot. Souvenir de ta petite Fernande.
je donne à mon Georges donc, celle qui t'aime. J'ai toujours cette mèche de cheveux. Elle a traversé le temps et l'espace. Et je réagis aussitôt et lui écris 2 jours plus tard. J'aspire à avoir le plaisir de te serrer dans les bonheurs du frémissement qui m'échappe. De celle qui t'aime bien, nous passerons vite à un amour qui semble profond et partagé. Le mariage suivra le 8 janvier 1932 à la mairie de Lille. Malgré les tensions du début, elle est fière, et moi orgueilleux, nous avons une vie heureuse. De nombreuses fêtes de famille, tout semble si simple. Nous allons souvent à la mer du Nord, comme à Côte-Cédéban en 1935 en Belgique. Oui, j'ai un véritable appareil photo, un Rolleiflex. Je me régale à prendre des photos de famille. Cet appareil me restera fidèle, bien entendu. Et après plusieurs années, le 15 mars 1938, nous avons enfin un enfant. Avec ma femme et mon fils, nous allons à Rival, près de Vieux-Puy dans la Drôme. Quel bonheur de partager notre Pierrot avec la famille de Fernande, son père Ferdinand, sa sœur Jeanne et son mari Marcel. Quelle belle maison que celle de la famille Farine, nous sommes dans nos récits. Mais la grande histoire ne va pas nous laisser tranquilles. Été 1939, comme sans doute tous les Français, on ne pense pas à la guerre, ou plutôt, on ne veut pas y penser. Pouvais-je alors deviner que cette location deviendrait celle de ma femme et de mon fils pendant plus de 4 ans, jusqu'à la mort de ma Fernande? Que ferions-nous si nous savions par avance ce qui va arriver? Pourrais-je un jour sortir de cette bulle spatio-temporelle de mes 5 années de captivité? De loin, mais aussi terriblement présent, je contemple cette masse organisée de ma vie, que sont ces milliers de lettres échangées pendant la guerre, méticuleusement rangées, classées. Et il y a aussi les lettres envoyées avec obstination par Fernande à mon cantonnement d'avant la débâcle et qui revenaient destinataires inconnus. Mon aimé, j'imagine qu'il doit en être de même de ton côté, que tu ne reçois pas mes lettres. Cela fait 4 jours que je suis sans nouvelles de toi. Je ne sais plus quoi penser. J'ai bien peur qu'il faille attendre encore quelques jours avant de recevoir de tes nouvelles. Ce qui me fait le plus souffrir, c'est que je ne vois pas où tu peux te trouver. J'ai l'impression que je t'écris, mais que tu n'auras jamais mes lettres. Depuis le vendredi 17 mai, je suis sans nouvelles de toi. Je sais, nous sommes tous dans le même cas, mais c'est très pénible. Oui, je suis contente pour notre petit Pierrot d'être ici, à Rival. Mais moi, seule, dans le calme, j'ai bien le temps de ruminer les mêmes pensées. Je les ai retrouvées en rentrant fin mai 1945. Mais je ne les ai jamais ouvertes. Trop dur. L'auteur, en les découvrant pour la première fois, n'a rien trouvé de différent en intensité aux centaines qui ont suivi, tant je suis éternellement sûr de l'amour de ma Fernande. Tout cet héritage va permettre à mon arrière-petit-fils de travailler à reconstituer ma vie de PG afin de mieux nous comprendre et servira à l'édification des générations qui, dans 80 ans, célébreront la fin de la Seconde Guerre mondiale et surtout le retour des prisonniers de guerre, notre retour. Et je confie à Dieu ma route, car Dieu sait ce qu'il me faut.
L'offensive allemande du 10 mai sidère les Français. Et c'est la panique, une fuite vers le sud. Ma sœur Henriette est la première à partir, seule, avec son mari, dans la voiture, sans même prévenir ses sœurs. Il faudra du temps pour que la famille lui pardonne son égoïsme. Elle restera 2 ans à Clermont-Ferrand, avant de remonter à Lille, en passant par Rival, pour voir ma femme et mon fils. C'est aussi compliqué pour mes autres sœurs, ma belle-sœur, leur mari, mobilisé, puis démobilisé. Aline suit son mari Lucien à Lyon, car il est journaliste, au Progrès. Fernande n'hésite pas à elle. Elle fuit avec notre fils dans la Drôme, berceau de sa famille. Et grâce à Dieu, elle trouve à louer à Dieu le fils, à l'endroit même où nous étions été 1939. Cela va m'aider à mieux partager sa vie. Nous serions heureux de vous voir revenir chez nous. Hélas, dans des conditions terribles et moins agréables que l'année dernière. Mais que faire? La fatalité nous oblige à accomplir des actes que nous n'aurions pas imaginés l'année dernière. Je pense vous louer les chambres que vous occupiez, ainsi que la cuisine. Et comme je vous connais, je pense vous les louer pour 250 francs par mois. Je vous fournis les linges, l'électricité et l'eau. Vous voyez, je suis raisonnable. Mais réfléchissez vite, car nous avons beaucoup de demandes. Fernande ne travaille pas, car elle élève Pierrot. Aline lui a promis 500 francs d'aide mensuelle, Clémence va l'aider, elle aussi, plus la pension de femme de prisonnier de guerre. Oui, cela devrait être suffisant pour tenir quelques mois, le temps de rentrer à Paris et de reprendre mon travail au magasin. Le reste de la famille, après des semaines d'attente interminables, renoue les liens. Tout le monde est sauf. Vous serez étonné de constater que les préoccupations sont terriblement concrètes lorsque j'écris à Fernande. Ma carte du 11 juin arrive seulement 6 jours plus tard, via une ancienne adresse, car j'ignorais tout de son départ vers Rival le 20 mai. Je suis en bonne santé. Écris lettres pas trop longues tous les 3 jours. Et envoyez d'urgence colis de 5 kilos tous les 10 jours. Emballage solide, adresse à l'intérieur, pas de lettres, pas d'argent. Lard fumé, saucisson, pain d'épices, biscuits carrés, chocolat, tabac, pantoufles, semelle caoutchouc. Attends nouvelle de tous, chérie. Courage. Le même ton, les mêmes discours vont se répéter sans cesse. C'est l'obsession de rester en bonne santé. La moindre grippe peut devenir catastrophique. Il faut manger, ne pas maigrir et surtout ne pas être oublié, surtout par les jeunes enfants. Il faut que tu manges beaucoup. Ne te laisse pas faire, surtout, pour être en bonne santé, pour élever notre petit lapin. Commence alors un fleuve interminable de courriers échangés. Plusieurs lettres par semaine, sans doute des milliers. Et comme je suis méticuleux, je garde tout, je date tout, je ne perds rien. Avec cette longue captivité qui me frappe, Aline, ma sœur qui m'adore, celle née juste avant moi et qui me considère comme son frère chéri, Aline a peur. Ne sois pas vieux avant l'âge. Il faut dire que son mari Lucien a 15 ans de plus qu'elle. Mais c'est aussi le cas de Henriette avec son mari André. Car il faut comprendre qu'après la Grande Guerre, les jeunes hommes disponibles n'étaient pas nombreux alors. Lorsque j'envoie les premières photos de ma captivité, mon visage grave et fermé inquiète toute ma famille. Mais comment sourire? Comment faire semblant d'être gai quand on est enfermé tous les soirs au sommet de la forteresse, plus de 40 mètres à pic? Comment pourrions-nous apparaître de bonnes figures sur les quelques photos que nous réussissons à faire réaliser? Nous avons reçu cette semaine une photo de Georges. Cela change avec la dernière. Je l'ai trouvé splendide, bien propre, bien cravaté, bottes bien cirées. J'avoue, cela m'a réconfortée. La dernière m'avait causé une peine immense. Je le comparais à un bagnard. Cela peut paraître étrange vu de France.
Mais nous pouvons sortir dans la ville en bas. Le commandant du camp nous fait signer une attestation sur l'honneur de ne pas chercher à s'évader. Car oui, le sens de l'honneur est si profondément ancré en nous, nul ne pense à s'évader lors d'une sortie. Mais comment pourrions-nous nous déplacer dans le pays avec nos habits militaires et ne parlons pas allemand? Ce sentiment dérisoire de liberté est lourd à porter. Et pourtant, le 10 juin 41, je navigue sur une rivière proche du camp. Quel dommage que vous n'étiez pas avec moi. Les éteindre. J'essaie alors d'imaginer ce que cela peut avoir de rassurant pour elle. Je ne peux m'empêcher de ressentir sa tristesse en lisant ses lettres. Les moments les plus difficiles, ce sont les anniversaires, celui de mon lapin Pierrot particulièrement, et les jours de fête, comme Pâques, Noël, jour de l'an. Oh, un calendrier. Alors, à chaque mois de décembre, à chaque anniversaire, je veux y croire, ainsi que toute ma famille. Il nous tarde que cette guerre finisse. Et personne ne parle de victoire. Victoire de qui? Contre qui? Non. Nous voulons simplement que la guerre cesse. Où serons-nous à pareille époque, dans un an? Vivement que cette maudite guerre soit enfin terminée et que nous puissions tous nous retrouver sains et saufs. Mon Dieu, que cette guerre finisse, afin que tout redevienne normal. Nous ne demandons pas de retrouver l'abondance d'autrefois du jour au lendemain. Cette épreuve sera une dure leçon pour beaucoup, et il ne faudra pas trop vite l'oublier. Ce qui est dur à vivre aussi, ce sont les laps de temps sans courrier. Bien sûr, presque tout le monde m'écrit régulièrement, mais sa distribution est irrégulière. Je peux rester 1 à 2 semaines sans rien recevoir, et puis tout un paquet de lettres en même temps. Alors oui, il m'arrive d'être agressif et de me plaindre. Mais il y a aussi les colis. La famille fait ce qu'elle peut pour améliorer notre ordinaire, et je sens que cela n'est pas facile. Le ravitaillement est difficile en France, notamment le tabac, les vêtements chauds. Ah, car mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il peut faire froid en hiver ici? J'ai fait un colis avec un chandail, celui de mon mari Lucien. Une écharpe, une paire de gants et 2 paires de chaussettes. Et d'ici 15 jours, un autre colis, avec un chandail à manches longues, un passe-montagne et un gros cache-nez. Mais chose incroyable, je peux moi aussi envoyer des colis et de l'argent en France. Et je surprends toute ma famille en envoyant un colis à mon beau-frère. Peu de choses, hein, mais quand même. Quant à moi, je crois être le seul en France qui aura reçu pendant la guerre un colis venant d'Allemagne. J'en ai aussi beaucoup rabattu de mon attitude classique de mari avec femme au foyer. Transféré à Thorn, fin juin 1942, je suis l'ordonnance de 2 généraux. Bon, cela me change de mon travail à la Poststelle de Königstein. D'ici 6h30, il faut s'occuper de leur toilette, avec de l'eau chaude, du petit déjeuner, du ménage, de la préparation du déjeuner, du dîner. Oh, à peine si nous avons une heure pour nous reposer en début d'après-midi. Moi qui étais dorloté par l'infernal, qui s'occupait de tout. Voilà, vider les pots de chambre, faire le ménage et la vaisselle. Je jure bien de ne plus jamais tordre le nez quand je reprendrai ma petite famille. Car oui, tout mon être est tendu par cette certitude. Un jour proche, nous nous retrouverons tous les 3 avec mon lapin Pierrot et ma Fernande. Oh Jésus, ma joie, toi que Dieu nous envoie quand le mal menace.
d'avoir sa femme loin de soi, dans l'impossibilité absolue d'entendre sa voix, à défaut de la serrer dans ses bras, est très difficile. Et encore moi, j'ai la chance qu'elle m'écrive beaucoup. Elle est jeune, elle est belle, elle est souriante. Elle m'écrit à chaque fois qu'elle m'aime que je suis son pépère, et elle m'a mémère, comme nous disons dans l'intimité. Mais elle me torture l'idée qu'elle fait peut-être semblant de me dire qu'elle m'aime. Une inquiétude me tenaille. Comment peut-on continuer à aimer une autre personne quand on est séparés si longtemps? Même les prisonniers de droit commun, dans une prison ordinaire, peuvent recevoir la visite de leur femme. Mais moi, je ne suis pas dans une prison ordinaire. Être éloigné des siens, sans jamais savoir quand on rentrera, est la pire chose qui soit. J'ai petit à petit perdu l'espoir d'être libéré. Enfin, démobilisé. Oui, j'envie les camarades qui sont renvoyés chez eux parce qu'ils sont malades, parce que... je ne veux même pas savoir pourquoi. Mes sœurs m'écrivent. Elles exaltent la force de caractère de Fernande, son amour répété de partout pour son mari prisonnier de guerre. Quelle folie doivent naître dans ta cervelle. Certaines lettres écrites à ta femme le prouvent. Dieu sait pourtant qu'elle ne mérite pas cela. Elle ne vit que pour ton retour et couve votre Pierrot. Chasse vite ces vilaines idées de ta tête et tu t'éviteras des soucis inutiles. Et tu épargneras à Fernande des heures de réel chagrin. Elle aussi a une sensibilité. Alors il me prend des désespoirs rageurs. Je doute de la sincérité de son amour. Cela me semble impossible d'aimer sans se voir. Loin des yeux, loin du cœur. Et puis, on entend des histoires. Tu t'es toujours étonné que je sois jaloux, que je te fasse des scènes. Mais tu en es la grande responsable. Mon manque de confiance remonte à nos fiançailles. Il y a 10 ans, lors d'un séjour au bord de l'eau, un jeune homme t'a tourné autour. M'a vaguement dit qu'on t'avait fait la cour. J'ai souffert dans mon orgueil d'homme. J'ai dû paraître ridicule à tes yeux. Et même quand nous nous sommes mariés, tes sentiments étaient assez tièdes à mon égard. Mais tu as beaucoup changé depuis la naissance de Pierrot. Maintenant, je crois que tu tires à moi. Mais il a fallu du temps pour en arriver là. Au fond, parce que je l'aime, peut-être que je souhaite qu'elle refasse sa vie, pour que notre fils ait un beau-père présent, pour que la beauté de Fernande serve encore à enjoliver la vie d'un autre homme. Est-ce parce que je doute de sortir un jour? J'ai tant prié, j'ai tant cru à la miséricorde divine, que je me dis que Dieu m'a abandonné. Je doute que tu crois que mon amour est sincère. Et je ne sais plus que te dire pour arriver à t'en convaincre. Tu m'as fait de la peine. Bravo. J'espère qu'à ton retour, tu ne troubleras pas la paix de ton foyer avec ta folle jalousie. Tu auras eu la preuve que pendant ton absence, ta femme s'est bien conduite et que tu n'as rien à lui reprocher. Avant la guerre, je croyais que tu ne m'aimais pas beaucoup et que tu avais des préférences pour tes sœurs. C'est pourquoi, lors de ta première permission à la Toussaint 1939, j'étais un peu distante, car tes sœurs me gênaient. J'ai même toujours cru que tu préférais Clémence à moi. J'ai toujours souffert que tes sœurs te prennent pour un gamin. Mais à côté de mes crises de grand jaloux, nous avons des échanges merveilleux, épistolaires certes, mais qui nous permettent de consolider nos sentiments dans l'attente de mon retour. Penaud, dans mes lettres suivantes, je souligne mon amour en mettant des brins de fleurs séchées. Et il y a même un brin de muguet. Je suis très ému en ouvrant ta lettre d'y trouver des violettes. J'y ai recueilli les baisers que vous y aviez déposés à mon intention. Comme elles me sont chères, ces fleurettes cueillies par toi au pays de la liberté. J'essaie aussi de me consoler en écrivant que cette épreuve nous a confortés dans notre amour. Forcément, il ne peut en être autrement. Illusion.
car il n'y a rien à faire. Cela me ronge toujours. Même pendant l'agonie de ma sœur Aline, que ma famille m'avait dans un premier temps caché, sentant des choses occultées dans les missives, mon cerveau recommençait à ruminer. Jamais nous ne voyons de femmes. Et tous les 3 mois, on nous fait signer une feuille, déclarant savoir que nous risquons la peine de mort si nous sommes surpris à entretenir des relations avec des femmes allemandes. Mais c'est inutile, car tu es tout pour moi. Tu es paré de toutes les grâces, et je suis fier de ta beauté. J'aspire à retrouver le goût de tes baisers et tes tendres caresses. Alors, comme il y a 1 an, jure-moi sur la tête de notre fils que tu m'es fidèle. Heinrich, chef de la police de sûreté du Reich, le 5 août 1940, conformément à l'ordre du Führer, les prisonniers de guerre doivent être punis de mort en cas de rapport sexuel avec des femmes allemandes. Il faut garder la pureté de la race allemande. Les prisonniers de guerre français sont des dégénérés avec la porte de sang nègre. Pour nous qui sommes du Nord, cet apport de sang nègre nous fait gentiment sourire. Mais des années plus tard, je réalise que ma jalousie maladive ne m'a jamais quitté. Oh Dieu, pourquoi as-tu permis cette jalousie? Seigneur, accorde-moi d'aimer. Ma sœur Aline est la plus proche de moi, en âge et en émotion. Sur des photos de la fin des années 20, avant de connaître Fernande, nous nous tenons par la main, comme des amoureux, ma main gauche dans sa main droite, alors que je tiens négligemment ma cigarette de l'autre main. Elle m'écrit chaque semaine, ou presque. Elle m'informe de la vie en France. Je peux ainsi participer un peu à l'espoir de voir enfin la fin de cette guerre, car après la rupture du pacte germano-soviétique, cela ne se passe pas comme prévu pour l'armée allemande. Si ça ne se passe pas bien pour les Boches, attaquer les Russes ne leur apporte rien de bon. Elle se lance même dans l'analyse politique. Ils sont tous là, plat ventre en Dieu. Et on fonce tête baissée dans la collaboration. Il faudrait que les troupes allemandes du front de l'Est se révoltent. Elle me fait sentir aussi la colère qui monte en France. Donc on fonce tête baissée dans la collaboration. Mais hier, devant le marchand de bois, il y a eu une manifestation. Il n'en faudrait pas beaucoup plus pour que l'on descende dans la rue. On devient révolutionnaire. Mais elle est de santé fragile. La tuberculose l'atteint au début de la guerre. Comment lutter contre les bacilles de Koch, dont la croissance est lente, très lente? On ne perd jamais espoir de vivre avec, voire d'en guérir. Mais comment guérir pendant cette guerre et la pénurie de tout? En 1942, son poids descend à 50 kilos. Mais elle se bat, sans jamais vouloir m'alarmer. Mais je suis inquiet. Mon frère chéri, je me fatigue le moins possible.
Et la femme de ménage prépare nos repas chez elle et nous les apporte. Lorsque j'apprends tardivement la nouvelle de sa fin proche, je suis bouleversé. Que faire? Oh mon Dieu, la revoir encore une fois. Je prie, je fais dire des messes. En vain. Alors, je rédige une demande, car qui ne demande rien n'a rien, et je n'ai rien à perdre. Thor, Fort-Neuf, le 4 mai 1943. Le caporal Nocent Georges, matricule 22526, à monsieur le colonel commandant le Stalag 20A. J'ai l'honneur de soumettre à votre bienveillance le cas douloureux dans lequel je me trouve actuellement. Depuis 2 ans, ma sœur est atteinte de la superculose. Le 15 mars dernier, son état de santé s'étant brusquement aggravé, on lui fit une thoracoplastie. 4 côtes furent enlevées. J'étais assez inquiet de l'état de santé de ma sœur, et j'ai appris aujourd'hui, par une lettre de ma femme datée du 23 avril, que son état de santé inspirait les plus vives inquiétudes. Étant donné qu'actuellement, le gouvernement allemand accorde un assez grand nombre de permissions à des prisonniers de guerre français, je vous serai obligé de bien vouloir transmettre ma demande à l'autorité supérieure de me permettre de me rendre à Rival, par Dieu le Fils. Je prends l'engagement d'honneur, au terme de ma permission, de me rendre au Stalag 20A. Mon brouillon devient une vraie demande. Le colonel lui donne un avis favorable. Il la transmet à Berlin. Mais il faut bien compter 1 mois pour la réponse. Courage, caporal Nocent, courage. Entre-temps, je reçois une lettre de son mari, Lucien Roland, annonçant qu'elle est décédée le 17 avril à 10h à Lyon. Je suis anéanti. Car le jour même où j'apprends sa mort, je reçois une lettre d'Aline datée du 8 avril. Mon petit frère chéri, je t'envoie mes souhaits d'anniversaire un peu tard, mais tu ne m'en voudras pas quand tu sauras que j'ai été opérée de la thoraco le 15 mars. J'ai eu le bras droit ankylosé longtemps. Maintenant ça se tasse, mais c'est une opération très douloureuse. N'attends pas beaucoup de nouvelles de moi, car d'écrire cette carte m'a donné une suée. Ne t'en fais pas. Tout va bien. Ce tout va bien, alors qu'elle sait, est un coup très rude. Elle a menti jusqu'au bout pour me protéger. Mais de quoi, mon Dieu? Et pourquoi ma femme fait-elle semblant d'ignorer son décès dans sa lettre du 23 avril, alors que j'ai appris plus tard qu'elle était présente à son enterrement? Voulait-elle me protéger en retenant encore un peu la taille de nouvelles? Ainsi, ceux que j'aime, même les plus jeunes, peuvent mourir loin de moi. Le 22 mai, son mari Lucien m'écrit une lettre remplie d'amour et de désespoir. Georges, la douce illusion que vous aviez que vos sacrifices, vos souffrances seraient comme des talismans familiaux, il vous faut maintenant la rejeter comme une duperie. Votre Dieu est d'une rare cruauté. L'atmosphère pesante de cette clinique catholique, la médaille bénie qu'on pose sur la portière de Linette n'ont pas éloigné la mort qui, dès les premiers jours, était présente dans la chambre 40. Dans l'affreuse détresse où je suis, ce n'est que l'exemple de l'extraordinaire courage. Nous connaissons mal les êtres avec lesquels nous vivons quotidiennement. Et je n'ai pas soupçonné les pensées funèbres qu'il habitait. Sous son apparente gaieté, avec sa jeunesse qui voulait guérir, sous ce masque aimable et souriant, il y avait une terrible et douloureuse résignation.
Elle avait envisagé sa mort comme une probabilité. Et puis, à mon insu, toutes les dispositions nécessaires en vous léguant 10 000 francs et une autre somme pour Pierrot. Et pourtant, elle était toute vie et tout espoir. Amitié, Georges, votre beau-frère, Lucien. Je ne peux plus masquer ma peine. Cher, comme un somnambule dans le camp. Et comble de fatalité, Épiphane Lavalaise, mon compagnon de captivité, de chambrée, de travail, est libérable le 1er juin qui suit. Nous nous quittons devant la porte en fer, nous pleurons comme des jouvenceaux dans les bras l'un de l'autre. Il a le courage d'écrire à ma fervente pour lui dire dans quel état je me trouve. Aline, à 37 ans, tu méritais de vivre encore longtemps avant de rejoindre nos parents au ciel et notre frère. Oh Dieu, pourquoi tant de cruauté? Je ne sais pas ce que j'aurais fait si j'avais eu cette permission. Avoir la force de revenir à Tormes, loin de mon lapin, mon Pierrot et de ma Fernande, m'arracher de nouveau à leurs étreintes, attendre une fin incertaine de cette guerre qui m'a submergé. Si j'avais déserté, ma famille aurait été prise en otage et certainement déportée. C'est ce qui arrive à la famille du général Giraud que j'aide à s'évader. Je ne sais pas. Je ne saurai jamais. Ah mon Dieu, vers toi je lève mon âme. C'est de lutter contre l'ennui. Des jours, des mois, des années qui passent et se répètent, toujours pareil, et de sentir le poids des inquiétudes des membres de ma famille. Dois-je leur faire partager cet ennui, ce cafard? Quand sortirons-nous? Lorsque j'évoque cela à Aline, début 41, elle me répond. Tu t'élèves, mon cher frère, dans ta carte du 1er janvier contre le gouvernement, qui ne fait rien pour hâter votre libération. Mais mon pauvre Georges, tu sembles ignorer que nous avons signé un armistice, mais pas encore la paix. La guerre continue. Comment veux-tu, dans ces conditions, que nous libérions les prisonniers? Qui et comment? Quand cette guerre se terminera? Personne ne le sait. Tu sais que le combat continue sur bien des fronts. Alors sois très,
très courageux, et attends, avec calme. Je ne peux pas dire que ce genre de courrier soit très encourageant et de nature à me faire garder mon calme. Nous, ce que nous voulons, c'est rentrer chez nous. Donc que la guerre finisse. Notre humiliation comme nation, comme simples soldats, n'ont-elles pas été assez fortes? On veut nous faire descendre encore plus bas? En attendant, rien d'autre à faire que le travail répétitif et nos marches en rond au sommet de notre rocher. Well, la Convention de Genève, relative au traitement des prisonniers de guerre de 1929, avec ses 97 articles, prévoit explicitement dans son article 17 que les belligérants encourageront le plus possible les activités intellectuelles et sportives organisées par les prisonniers de guerre eux-mêmes. Et bien sûr, nos généraux la connaissent bien. Ils en ont même toujours un exemplaire sur eux. Je suis Monsieur Bachelier, le patron de Georges, et j'ai vu le film Le pont de la rivière Kwai en 1957. Et j'ai bien retrouvé dans la farouche volonté du colonel anglais, avec sa convention dans la main, celle des généraux français de la faire respecter pour le prisonnier de guerre. Et la marche anglaise écrite en 1914 résonne si fort pour les prisonniers. Hello, le soleil brille, brille, brille. Hello, tu reviendras bientôt là-bas, dans ton village, au vert cottage, plein de chants d'oiseaux. Hello, le soleil brille, brille, brille. Hello, chez toi l'amour t'attend là-bas, fuyant le monde, fais une blonde qui pendant les vents. Hello, le soleil brille, brille, brille. Hello, tu reviendras joli là-bas, où sont ta mère, ton bon vieux père et tous tes amis. Alors j'ose dire, j'ai le choix. Il y a une chorale dans l'église équipée d'un bel orgue. Et je deviens vite maître chanteur. Nous essayons de chanter des libéramés de Requiem. Parce qu'il symbolise notre appel à être libérés pour rentrer chez nous. Certes, sans voix féminine, ce n'est pas facile. Mais qu'importe, l'orgue nous aide à chanter.
Et il y a aussi du théâtre. Et j'y allais à Lille. Le théâtre Sébastopol est situé en face de la maison familiale, aux 3 places Sébastopol. Pensez donc, un théâtre de 2000 places en face de chez nous. En 1941, la famille est tellement sûre que je vais rentrer très bientôt que Clémence à Paris a même déjà loué un appartement pour notre famille. On a promis à Monsieur Bachelier que la Fédération des commerces multiples va émettre un avis favorable à ton retour. Si cela pouvait réussir, quel bonheur. Mais attendons avec patience. J'ai obtenu l'appartement près du magasin au 1 rue Claude Chahut, angle rue de Passy. Et dès que possible, j'y fais apporter tous vos meubles. Mais nouvelle désillusion. Pas de libération. Alors, je m'engouffre dans le projet théâtral que nous allons jouer avril 42. La pièce 600 000 francs par mois de l'auteur Gendreau et adaptée au cinéma. Oui. L'auteur est antisémite et directeur d'un journal collaborationniste. Mais l'adaptateur Albert Jean est proche du théâtre du Grand Guignol. Malheureusement, le réalisateur du film est Léon Joyeux, au service de la collaboration. Oui. Mais comment faire autrement? La censure, gérée par le beutreur allemand Weil, nos geôliers, ne nous laisserait pas monter n'importe quoi. Et disons-le, parmi nous, parmi nos chefs, beaucoup sont pro-Pétain. Alors, il faut bien trouver un compromis. D'ailleurs, la salle de spectacle est ornée de l'écriteau « Travail, famille, patrie ». Ah, silence! Le scénario est a priori drôle. Un milliardaire américain qui s'enfuit. Le cheminot galupin, un peu bavard et bavarche. Il suffisait qu'il se rencontre pour se lancer le pari fou de dépenser 600 000 francs par mois pendant 1 an. Galupin veut prouver que l'argent fait le bonheur, et il le prouvera. Pour nous, qui sommes privés du bonheur simple de vivre parmi les nôtres, nous ressentons profondément ce qu'est le bonheur. Et oui, l'argent ne fait pas le bonheur. Il y a autre chose. Nous sommes 22 à nous lancer dans cette création. Décors, costumes, musique, par le groupe jazz. Nous réussissons même à faire 3 photos de la pièce pour les envoyer à nos familles. Nous jouons 2 fois au camp, et puis, reprise. Moi, je suis l'ambassadeur. Je porte un beau costume en queue de pie. Et les plus drôles, ce sont les copains, habillés en filles. En même temps, c'est si cruel pour nous. Jouer, c'est oublier le triste quotidien du camp. Et rappeler notre joyeux quotidien, là-bas, chez nous, loin. Vous allez toutes vous demander si je ne suis pas devenu fou subitement, pour que brusquement, je me décide à me faire acteur. Je me demande moi-même comment j'ai eu tant d'audace d'un coup. Il faut dire que pendant les répétitions, le soir à 20h, Alain Baranger, déjà auteur, metteur en scène au théâtre de l'Odéon à Paris avant la guerre, ne rigole pas avec le travail. Nous avons eu un grand succès. De nombreux généraux sont venus nous exprimer leur joie. Et le commandant allemand, qui commande le camp, a tenu à me féliciter personnellement, car il paraît que j'ai bien tenu mon rôle. Et pour les costumes et les décors, oui, je dois dire que les soldats allemands nous ont bien aidés. Mon très cher ambassadeur, je vous adresse toutes mes félicitations. Me voilà devenue Madame l'ambassadrice. Et je ne peux rester ici à Rival. Cela ne convient pas du tout à mon nouveau rang. Qu'en pensez-vous? Et je continue à tordre. Le 14 juillet 1943, je suis l'inspecteur dans la pièce Fausse Monnaie, toujours avec l'ami Alain Baranger, un vrai artiste, lui, capable d'écrire et de jouer un monologue humoristique à torne et à travers. C'est lui qui dirige la mise en scène. Sans doute sommes-nous un des rares lieux en Europe à célébrer le 14 juillet. Et le 10 avril 1944, je suis le commissaire dans Le commissaire et bon enfant de Courteline, le rôle principal.
De votre mari? Précisez. Eh bien, je suis donc juste. Madame, je ne peux rien pour vous. J'ai le devoir de vous l'annoncer, mais j'en ai également l'obligation. Mais monsieur... Oh, madame, ne vous asseyez pas, je vous en prie. C'est inutile. Vous allez perdre votre temps et me faire perdre le mien. C'est curieux, ce parti pris chez les trois quarts des femmes de considérer le commissaire comme un raccommodeur de ménage cassé. Madame, les petites querelles d'intérieur ne sont pas de la responsabilité du commissaire de police. Sorti des flagrants délits militaires, le commissaire ne peut intervenir qu'en cas d'entretien de concubine au domicile conjugal. Est-ce le cas de votre mari? Mais monsieur... Oh, madame, pas de paroles inutiles. C'est oui ou c'est non. Ouais, monsieur! Si c'est oui, introduisez une instance et les juges me transmettront les instructions. Et si c'est non, votre démarche est nulle et non avenue et vous pouvez vous retirer. Mon mari ne me bat pas. Alors quoi? Il vous bat? Non. Mais monsieur le commissaire, non, ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Mon mari ne me bat pas. Pas plus qu'il ne me trompe. Ah bon? Je parie qu'il est fou. Oh oui. Si vous saviez le nombre de nuits que je passe à l'écouter causer tout seul, je ne sais quoi, menacer, je ne sais qui, des heures entières, sans compter le nombre de fois où il saute en pyjama sur le lit, le revolver au poing, en criant « Je brûle la figure au poignet qui touche à ma femme !» C'est normal, ça, peut-être? Il est jaloux. Oui. Jouer le commissaire qui explique que le mari de la dame est jaloux. J'y voyais une auto-illustration si forte. Étais-je un personnage fictif? Ou Georges, me moquant de moi-même? Après le débarquement en Normandie, tout serait dit dans le camp. Et il n'y aura plus de théâtre. Mais heureusement, il me reste le bon Dieu. Ah Seigneur, je t'aime de tout mon cœur. Le général Giraud est un grand patriote.
le chef de l'armée française. Il réussit à faire passer à sa famille une lettre dès septembre 1940, prouvant qu'il est prêt à tenter une évasion. Je ne sais combien de temps je resterai ici, mais je suis prêt à tous les risques, peu m'importe. Une seule tâche est essentielle, refaire l'armée, malgré tous les contrôles. Un seul but doit lui être conforté. Être prêt à saisir toutes les occasions qui se présenteront et préparer les esprits afin qu'ils soient à la hauteur de la tâche. Je vous interdis de vous résigner à la défaite. Une nation vit quand elle veut vivre. Résolution, patience, décision. Et je travaille à la poste Steller. Je crois que je ne comprendrai jamais ce hasard d'être enfermé à Königstein. Car je ne suis que caporal, même pas sous-officier. J'aurais dû être un simple PG dans un Stalag, peut-être comme des centaines de milliers d'autres, affectés à travailler dans une ferme, pire, une usine. Toujours est-il que je deviens proche du général. Il semble apprécier ma rigueur, mon esprit méticuleux, mon patriotisme, ma foi chrétienne aussi sans doute. Pourtant, nous ne sommes ni du même milieu, ni du même âge, ni du même grade, mais nous nous lions par un serment, lequel, 80 ans plus tard, sa famille se le demande encore. Cette dernière se réunit à Lyon pour préparer son évasion. Et dès le 27 juillet 1941, j'explique à Fernande que je suis en relation à Lyon avec Aline qui me sert d'intermédiaire. J'ai reçu en juillet une lettre du général Giraud via Georges. Et Madame Giraud a contacté Lucien, le journal, car elle avait un mot à envoyer. En décembre, le gendre du général Giraud m'a contacté pour me demander un rendez-vous. Je lui ai fixé la date du 10, en lui disant que j'étais prête à agresser ceux qui voulaient, mais en ne mettant rien qui puisse être compromettant. Le plan est très minutieux, mais il faut descendre la nuit les 40 mètres à pic de la forteresse, car pas question pour lui de s'évader lors d'une sortie autorisée la journée. Il aurait fallu signer le registre d'engagement sur l'honneur de ne pas fuir. Donc fuir aurait été un parjure, un déshonneur. À Lyon, le directeur des usines de pâté de conserve au Lida, Alfred André Latour, proche de la famille du général, a l'idée suivante. Madame, j'ai pu enfermer 4 éléments de fils de cuivre et d'acier torsadé de 25 mètres chacun dans 4 boîtes de conserve. On peut les faire parvenir au général. Comment avez-vous fait? Un samedi après-midi, avec un ami, nous avons soudé les enveloppes de caoutchouc contenant les fils dans les parois des boîtes de conserve. Parois jamais contrôlées. Et pour vous rassurer, le fil résiste à une tension de 200 kg. Je sais, nous l'avons testé chez nous. Eh bien, que Dieu nous vienne en aide pour que ces 4 boîtes de pâté arrivent dans les mains de nos mains. Et c'est à ce point de l'histoire que j'interviens encore. Les colis sont centralisés à la Poststelle, puis déballés dans un local devant des posten préposés à la réception. Le général Gant, qui commande le camp, se méfiait des conserves. Elles étaient mises à part dans un casier au nom du général intéressé et inscrites dans un registre. Lorsque le destinataire désirait consommer l'une de ces conserves, il était convoqué, le contenu vidé dans un récipient et aussitôt remis. Mais j'ai vite remarqué le posten allemand qui regardait avec sympathie les paquets de cigarettes et les plaques de chocolat déballés devant lui. Avec un sourire complice, je donne un paquet de gauloises bleues au posten qui contrôle l'ouverture des colis, lequel les accepte avec le sourire et les conserves passent à l'as. Le général Giraud a alors armé la corde de tissu avec le câble et réussit son évasion. Le 25 avril, il est à Lyon. Ensuite, il va déjeuner avec Pétain à Vichy. Le 28, il va se cacher à la Verpillière.
près de Lyon. Et le 2 mai, il rencontre l'ambassadeur allemand Otto Abetz, escorté par Laval et Darlan, à Moulins, ville coupée en deux par la ligne de démarcation. Et il refuse de se rendre, sauf si l'Allemagne libère les 500 000 PG qui sont mariés. J'y vois là encore un salut fraternel à mon égard. Et Hitler redouble de folie furieuse quand il apprend que Abetz ne l'a pas arrêté. Est-ce là la fin de mon histoire avec le général? Non, 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 non. À peine arrivé, il va voir ma femme à Rival. Quel honneur pour nous! Madame Ressent, je vous dis, en ce jour du 18 mai, mon mari se fait une joie de faire votre connaissance, ainsi que celle de votre petit garçon. Madame, je veux vous dire l'affection réelle que j'ai pour votre mari et le souvenir ému que je lui garde après les serments qu'il nous lit. Une certaine réussite que je connais bien n'a été possible que grâce à la part qu'il y a pris. Et croyez-moi, je ne l'oublie pas. À bientôt, madame. Embrassez votre petit bonhomme pour moi. Mes amitiés les plus respectueuses. Il devient délicat de parler de cette histoire à Fernand. Et pourtant, Lorsque Henri viendra te voir, dis-lui que c'est inutile de m'expédier des colis. J'ai des provisions en suffisance. Téléphone le même message à Aline. Henri, bien sûr, c'est Henri Giraud. Jamais je ne me serais permis de l'appeler par son prénom. Et il faut bien camoufler les messages. Dans d'autres lettres, je le désignerai comme l'oncle. À la suite d'une chose qui s'est produite, et dont je ne peux te donner de détails, le parc du camp nous est interdit. On ne peut plus jouer au football, et les barbelés ont été augmentés. Observe toujours la même discrétion quand tu m'écris. Giraud se fait alors exfiltrer clandestinement en Algérie par un sous-marin américain le 6 novembre 1942, au moment même où débarquent les Américains. Il devient leur interlocuteur privilégié. Se met alors en place une chaîne qui va de l'argent des Américains à des responsables de la résistance, avec le but avoué de mettre De Gaulle de côté. C'est alors que le projet de Jean Moulin d'unifier politiquement la résistance entre les organisations syndicales et les partis politiques reçoit le soutien plein et entier de De Gaulle, afin d'arrêter Giraud et les Américains. La suite est connue. Création avec succès du Conseil national de la résistance. Et l'histoire prend un virage décisif jusqu'à la libération. Je peux donc dire que si mon maillon de correspondre avec Madame Giraud via ma famille et de garder les 4 boîtes de conserve de pâté Olida avait été rompu, pas d'évasion, pas de général en Algérie et qui sait, peut-être pas de CNR. Mais nous payons cher cette évasion. Après le transfert des généraux le 3 juin 1942 au camp de Tormes, loin entre Danzig et Varsovie, c'est nous qui les suivons. Nous prenons une dernière photo tous ensemble ce jour-là. Les Allemands du camp ont réactivé la vie aux troupes du 14 juillet 1941 sur les 10 commandements pour le traitement des PG. Et le dernier commandement est: l'ennemi reste l'ennemi. À Königstein, nous pouvions sortir dans la ville en bas, à la campagne. Nous allions à Dresde, voir des matchs de football, au cinéma même. Nous organisions des sorties avec bière et vin au restaurant. 2 soldats allemands seulement nous accompagnaient, avec beaucoup de bienveillance. C'était quasiment le paradis à côté de ce fort de Tormes. Dans le Figaro de mars 1941, Louis Chauvel dresse un portrait quasi idyllique de la vie à Königstein. Quant au moral de nos hôtes captifs, il est assez bon, malgré les souffrances morales. L'hygiène du camp ne laisse rien à désirer, avec 2 médecins,
8 infirmiers, un dentiste, 6 hommes de troupe occupent les postes de cordonnier et de tailleur, il y a une salle de gymnastique, et les hommes de troupe touchent 15 marks par mois. Le devoir de tous les Français est clair, se regrouper autour du maréchal et réaliser l'union la plus complète, congéler le pays communiste et retrouver la foi dans l'œuvre de toujours. Vive le maréchal! Pour un peu, on partirait en vacances dans ce château en Saxe. Il est vrai que l'article est visé par le service diplomatique des prisonniers de guerre, dirigé par Georges Scapini, qui a rang d'ambassadeur, s'il vous plaît. Écoute, Fernande, les journalistes continuent, comme avant-guerre, à bourrer le crâne de leurs lecteurs. En attendant, à Tormes, ça n'est guère brillant, mais personne ne s'en plaint. Un peu plus, un peu moins de barbelés. Qu'est-ce que cela change? Pour ma part, j'ai conscience d'avoir bien fait mon devoir, et le général ne l'oubliera jamais. Inutile de vous dire ma joie de votre retour. Les généraux de retour de Königstein, c'est vrai, ceux qui n'ont jamais baptisé avec le Bosch, m'ont dit votre attitude là-bas et elle ne m'étonne pas, j'étais sûr de vous. Maintenant, il reste à se remettre au travail dans une France qui en a besoin, sans laisser le monopole de la résistance à ceux qui n'ont pas toujours fait ce qu'il fallait pour éviter la catastrophe initiale. Non, je crois bien qu'un type comme vous est bien spécifique de la résistance. Moi, résistant, peut-être, mais un résistant de l'ombre, comme des milliers d'autres. Lors de ses obsèques nationales, en mars 1949 à Paris, son épouse me convie à y participer. Adieu, mon général, mes respects pour toujours. Qui sera contre nous? Si Dieu pour nous s'engage. Est-ce la première fois que nous commencerons l'année loin l'un de l'autre? J'aurai la ferme conviction, et j'espère être auprès de vous vers le début de l'année. Ainsi commence l'année 1944, qui s'annonce plutôt bien. Les armées allemandes reculent de partout, à l'Est bien sûr, mais aussi en Italie, dans les Balkans. L'espoir prend racine, et je ne suis pas le seul à avoir cet espoir. Mon petit mari chéri, les mauvais jours finiront bientôt. Et puis en juin, nous apprenons le débarquement en Normandie. L'histoire s'accélère enfin. De l'espoir. Le 23 juillet, peut-être une de mes dernières lettres envoyées. Le temps file avec une rapidité folle. Chaque semaine, ou presque, un événement sensationnel vient nous occuper et nous maintenir haletants. Lorsque j'ai appris certains événements ces jours-ci, j'ai passé une nuit blanche. Je suis de plus en plus certain que notre réunion est très proche maintenant. Bonne nouvelle! Ma sœur Jeanne et son mari Marcel sont arrivés aujourd'hui en tandem. Ils ont mis 8 jours pour venir. Ils ont vendu tout leur meuble et acheté leur tandem pour 15 000 francs. Et ils ont bien fait, car si une bombe tombe sur leur maison, ils n'auraient plus rien.
Et il ne m'avait pas prévenu. Si tu m'avais vu quand je les ai vus dans la cour. Avec Jeanne, nous n'avons jamais été aussi proches. Quelle brave fille, meilleure que moi, mais peu d'ordre, hein? Avec eux, je peux parler de mon aimé. Tu seras heureux de me savoir moins seul. Le 2 août, mon beau-frère Lucien écrit à Fernande. Fernande, il suffit de tenir encore un peu de temps. Nous sommes à la sortie du tunnel. Déjà danse la lumière et nous serons bientôt réunis. Oh, cruelle ironie de la vie. Il ne pouvait pas savoir que depuis le 30 juillet, Fernande est hospitalisée en urgence. Et je ne sais rien de tout cela. Plus de courrier, des mois sans nouvelles. Et puis, une carte de Jeanne, datée du 16 octobre. Depuis l'opération de Fernande, ce sont des jours réels d'angoisse. Un jour bien, un jour mal. Avec Marcel, nous la veillons depuis 13 jours et 13 nuits à la clinique. Marcel garde aussi Pierrot à la maison et moi, ma sœur, à la clinique. Le docteur a déjà fait 2 transfusions de sang, une fois avec moi, une fois avec une autre dame. Le docteur dit que c'est très très grave. Par une lettre de Jeanne, datée du 20 novembre. Coup de grâce. Georges, c'est une terrible nouvelle que je dois vous annoncer. Il va vous falloir beaucoup de courage pour vous et pour votre Pierrot. Fernande nous a quittés ce 27 octobre. Elle a souffert le martyre durant 3 mois. Et, devant témoins, elle nous a confié la garde de Pierrot jusqu'à votre retour. Nous l'avons enterré au cimetière de Dieulefit. Je dois vous avouer que nous avions acheté une concession dès le 10 octobre au cas où. Elle vous attend au calme désormais. Une lettre de mon beau-frère, datée du 4 décembre, me raconte le détail du drame. C'est avec un réel mal au cœur et un gros chagrin que je vous écris à la place de Fernande. Nous attendions avec impatience une lettre de votre part pour vous donner plus de détails. Alors, nous avons dû vous prévenir brutalement par carte. Et quand Fernande vous a écrit, elle l'a fait de la clinique, en vous cachant son opération. Pensez bien à votre Pierrot, qui lui pense bien à son papa. Courage, Georges. Et ce n'est que mi-janvier 45 que la nouvelle m'arrive. Après un énième réveillon de Noël, avec mes compagnons d'infortune. J'avais même ramené le menu pour le montrer à Fernande. Menu de Noël 1944. Le consommé double réveillon, les sardines au beurre, le jambon d'York en belle salade mixte, le saumon cardinal, les haricots maître d'hôtel, le pâté en croûte garni de gelée, la crème de Chester, la bûche de Noël, les milliardises, mocha. Comment ai-je pu apprécier de manger tout cela? Cette attente de 5 ans, ces milliers de lettres échangées, toutes nos visions d'un bonheur familial sain, nos mises en situation 100 fois imaginées de mon retour. Tout cela a été vain. Oh Dieu! Pourquoi tant de cruauté? Ma sœur Aline l'an passé, mon épouse adorée un an après, mon petit frère il y a 10 ans. Pourquoi? Qu'ai-je fait, mon Dieu, pour mériter cela? Quand le général Giraud apprend le décès de Fernande, il trouve la force d'écrire à sa sœur Jeanne le 26 décembre. Dites
à mon ami innocent d'être courageux et de penser avant tout à son fils. Qu'il sache que je ne l'oublie pas et qu'il me trouvera toujours prêt à l'aider. Mais qui peut m'aider? Qui pourrait m'aider à rétablir ma vie familiale? C'est le vide qui me répond. Ma main retombe. Elle ne pourra plus jamais écrire quoi que ce soit. Car le recul des troupes allemandes nous rapproche de la liberté, mais nous coupe complètement des nôtres. Plus de lettres depuis le mois d'août. Cette fin de guerre ressemble au temps de la débâcle collective quand nous étions errants et coupés de la France. Et ma débâcle personnelle est totale. Seigneur mon Dieu, je crie vers toi. Je suis un prisonnier de guerre. Alors, je subis la guerre? Si par subir la guerre, on entend bombes, morts, maltraitance, alors j'ose dire non. Car ici, pas de bombes, pas de destruction. La guerre, je la vis à travers les lettres des membres de ma famille qui me racontent leur vie en France. Ah, je sens bien qu'ils filtrent leurs propos. D'abord pour ne pas m'inquiéter, ensuite parce que la censure veille sur tous les courriers et raye rageusement au crayon bleu des phrases entières. Mais je devine la réalité de leur vie. Chaque mois qui passe, la vie quotidienne devient de plus en plus dure. Sauvage, âpre, C'est le ravitaillement quotidien, les quantités rationnées, les prix qui flambent, le manque de tout, de bois, de charbon, de cuir pour les chaussures décolletées. la faim tout court, Ce sont les pires difficultés pour se déplacer. les trains bondés, Lents, incertains, les sens si rares. parfois des complications pour effectuer des laissez-passer, pour Changer de zone, pour quitter le Nord. Et puis après les bombes allemandes de 1940, ce sont des bombes anglo-américaines sur des villes françaises qui sont rasées et des dizaines de milliers de morts. Je vis tout cela à travers les journaux de propagande que nous recevons comme le trait d'union. Et je me réjouis de savoir ma Fernande et mon Pierrot rival, loin de l'île, dont ma sœur Berthe me raconte le supplice. Dans la nuit du 9 au 10 avril, la ville de l'Homme a été entièrement écrasée sous les bombes. L'objectif était la gare de l'île Délivrance. Celle-ci fut fortement endommagée, ainsi que les quartiers environnants et les communes voisines. Et ceci a duré jusqu'en juin, faisant des centaines de victimes, foudroyées par les bombes anglo-américaines, préparant ainsi le terrain aux libérateurs. Et quant à moi, à Königstein, les 2 premières années, j'allais tous les dimanches matins en voiture à la ville distante de seulement 2 kilomètres pour transporter les courriers et les colis. On en profite pour faire un tour à pied et j'ai un Ausweis à mon ainsi libellé. Le prisonnier de guerre, Georges Innocent, doit se rendre au bureau de poste le matin à 7 heures et l'après-midi à 2 heures aux fins de nettoyage et d'assistance technique au bureau de
poste. Pour l'entrée et sortie du camp, il doit utiliser la porte Drei. Ja, alles gut? Vorwärts, schnell. On pouvait même aller tous les vendredis après-midi au cinéma. Mais j'en ai eu marre des films, toujours en allemand et surtout de l'actualité, qui nous parle encore et toujours de la guerre. Pour un peu, on pourrait croire que je suis comme dans une caserne, ni libre, ni enfermé, mieux qu'en prison, mais pire aussi, car nous ne savons rien de la durée de notre peine, et sans possibilité de visite de nos familles. Et enfin, la guerre tourne. Et notre espoir de libération, c'est l'arrivée de l'armée rouge. Dès le mois de janvier, nous entendons le canon russe. La ligne de front se rapproche et dépasse des villes. Et nous aimons ce bourdonnement d'abeilles dans le ciel, même si l'horreur de la guerre se rapproche. De retour à Königstein, en septembre 1944, sous la pression de l'armée rouge, nous vivons le bombardement de Dresde les 13 et 14 février. Drôle de Saint-Valentin. Des remparts du fort, nous voyons les incendies ravager la ville, que je visitais lors d'une permission en 1941. Ville d'art, ville de porcelaine. Alors bien sûr, nos geôliers ne se privent pas pour nous montrer ce massacre de civils. Regardez, messieurs les Français, Dresde n'avait aucune industrie de guerre. Son fort militaire n'a même pas été bombardé. C'était une ville de culture, d'hôpitaux, et pourtant 200 000 personnes sont mortes dans une tempête de feu sur des kilomètres carrés, avec des vents de la force d'une tornade qui aspirait le feu de tous ceux qui tentaient de se retenir. Ah, c'est cela le libérateur? Mais dans l'échelle de la terreur, des prisonniers anglais nous rappellent le bombardement de Coventry en novembre 1940. La ville détruite à 80% par les incendies. 568 morts et des milliers de blessés. Existe-t-il une terreur juste? 568 morts par les Allemands contre 200 000 par les Alliés. Et enfin, la capitulation est officiellement signée le 8 mai. Le colonel Eselman, commandant de la forteresse, militaire jusqu'au bout des ongles, attendra ce jour pour se rendre au prisonnier général Condé. Le drapeau tricolore est hissé sur le toit de la forteresse, enfin libre, mais toujours au camp. Cela laisse à peine le temps, le 9 mai, au général Bourré, doyen des généraux prisonniers, général 5 étoiles, de faire les comptes de nos dépôts financiers, car nous dépendons toujours de ce camp. Le général Bourret me signe une attestation de me verser, à mon retour en France, la somme de 217,26 Reichsmark, soit l'équivalent de 4 346 francs. Je me souviens que mon dernier salaire français était de 1 900 francs. C'est donc une belle somme. Mais il est expliqué que cet argent provient des services rendus aux officiers qui touchaient eux-mêmes leur solde via le gouvernement allemand. C'est qu'il s'agissait d'être précis. Quant à l'argent allemand reçu pendant la guerre, on pouvait vite être accusé de collabo en rentrant en France. Car nous sentons bien que nous sommes au mieux les victimes expiatoires de la défaite, voire ses responsables. La proximité de nombre de nos généraux avec Pétain est réelle. Le 3 juin, 42 avant le transfert de 10 généraux au camp de Tormes, nous partageons un gâteau tous ensemble. Ils nous écrivent une lettre, signée par tous, à détruire après avoir été vus. Nous voyons dans ce gâteau à la française comme le reflet du grand vent de redressement qui se produit actuellement en France, où tous, petits ou grands, pauvres ou riches, paysans, ouvriers, artisans, ingénieurs et patrons, groupement pour s'entraider et mieux supporter la dureté de l'occupation et des réquisitions, où tous s'unissent.
dans un profond sentiment d'admiration pour le maréchal et pour son grand ami le général Giraud. Vive la France! J'avoue avoir désobéi. Elle a été retrouvée déchirée en deux. Facile de la reconstituer aujourd'hui. Difficile de comprendre je cite, dans un profond sentiment d'admiration pour Pétain, car nous étions loin de la France. Et de ce sentiment, nous doutions fortement. Quand nous rentrerons, nous serons des hommes aigris et sombres. Combien de fois souffrons-nous de constater le peu d'importance que nous avons tenu dans les cœurs des gens, que nous étions pourtant partis pour défendre, parce que le sort des armes nous fut contraire? Beaucoup, dans leur injustice et leur égoïsme, nous en tiennent pour responsables. Pourtant, ne payons-nous pas les erreurs de tous nos dirigeants depuis que nous sommes captifs? Fin mai 1945, je suis enfin de retour à Lille, où je retrouve mon fils, ma famille, amputée de ma sœur Aline et de mon épouse Fernande. Quand irai-je voir leur tombe? Oh Jésus, ta croix nous domine tous. Pour le moment, je suis devant la maison familiale. Je pose dans mon costume avec bouton de manchette, le même que celui de 1940. Mon corps s'y ajustit sans peine. Je n'ai ni grossier surtout. À ma main droite, j'ai le boîtier cuir de mon appareil photo. Mon bras gauche est sur l'épaule droite de mon fils. Mon geste est maladroit. Ma main mal ouverte, je le sens. Mon corps est ici. Mon esprit est toujours aspiré par cette bulle spatio-temporelle de mes 5 années de captivité. Il me faut des mois pour préparer mon voyage à Philadelphie et organiser le transfert du cercueil de ma femme à Lille. Fin 1945, je suis enfin à Bâle, mais je ne reste pas longtemps. J'ai trop vécu ce lieu, à travers les récits de Fernand. J'ai trop perdu les jeunes années que mon fils a passées ici, sans moi, pour m'y attarder. Je ne reviendrai jamais. Me voici devant sa tombe. Je sens comme un vertige. Mise en abîme de ma conscience. Je prie. Ma Fernand, j'ai beaucoup de retard. Je m'en excuse. Mais peux-tu les accepter? Bonjour, mon pépère. Je suis tout près de toi. Ce petit vent dans ton cou, ce n'est pas la brise des Alpes, mais mon souffle. Toi? Oui, moi, ton seul amour. Toi, l'homme de ma vie. Toi, l'homme qui possédera toujours une boucle de mes cheveux. Notre petit amour, notre tour. Notre lapin, notre Jésus. Oh, comme tu me manques. J'en râle encore et pour toujours de n'avoir su te protéger des terribles événements de la vie. Pourquoi t'en vouloir? Tu n'étais pas le seul.
monde comme prisonnier de guerre. Mais tu es une victime comme les autres. J'ai peut-être accepté trop facilement d'être victime. Prisonnier de guerre. Mais tu dis des bêtises, mon Georges. Tu ne pouvais rien faire de plus. Tu as su rester vivant. C'est déjà bon pour notre petite île qui a gardé la paix. J'ai essayé d'être une bonne mère. J'espère que Pierrot se souviendra longtemps, peut-être pour toujours, de sa main. Oui, ma Fernande, je l'espère. Je ferai tout ce que je peux pour garder vivant ton souvenir. Déjà, je vais te ramener chez nous, à Lille, près de ceux de ma famille. Merci, mon Georges. L'île sera un endroit très bon. J'ai enterré dans ma vie. Ma famille est si éparpillée, oui. Et puis, je voulais te dire, ne pas avoir pu être avec toi fin juillet de l'année dernière, t'aider à guérir de ta péritonite. J'aurais voulu essayer de faire pour trouver de cette pénicilline afin de te soigner. Je ne sais pas ce qu'elle avait dit. Un médicament miracle. L'armée américaine en a apporté dans ses bagages. J'aurais activé toutes mes relations auprès des généraux que j'apprécie pour en arracher un flacon à l'armée américaine. Il est important, c'est le temps de octobre, d'en injecter pour te sauver. Mon Georges, il n'y avait peut-être pas que mon appendice enflammé dans mon ventre. Il était écrit péritonite. Alors, c'était du péritonite. Mais rien. C'est dit. C'est écrit. On est permis. merci, mon Georges. Georges, te voilà, enfin rentré. Ma sœur bien-aimée, que fais-tu ici? Tu t'y crois enterré au cimetière de l'Oufrance? Les distances s'effacent entre les langues lorsque l'on s'aime. Je t'aime tant, toi, mon petit frère chéri, et toi, ma belle-sœur Fernande. Avec Fernande, nous avons conservé des liens étroits, des visites mutuelles, des vacances ensemble en Savoie, des longues lettres, des confidences. Mais j'espère ne pas te déranger dans ton tête-à-tête avec ta femme. Si tu es là, c'est que mon esprit vous a associés pour l'éternité comme les deux personnes les plus chères à mon cœur. Ta mort, ma grande sœur chérie, m'a profondément ébranlé dans mes convictions. Où est la justice divine dans ta souffrance? Hélas, Dieu n'a rien à voir, et toutes les volontés du monde n'auraient rien pu faire pour contrer cette tuberculose. Il m'aurait fallu de bons aliments, vertus, de chauffage, en somme moins de guerre et de privation. Et à cette époque, il n'y avait pas les médicaments modernes qui auraient pu soigner ta femme et moi. Personne n'y peut rien. C'est comme ça. Accepte-le. Fernande et Aline, ma femme aimée, ma sœur chérie, je vous unis dans mon cœur. Vous êtes la double facette de l'amour féminin. Nous serons toujours là pour t'accompagner. Chaque fois que tu fermeras les yeux, nous serons là. Et nous serons les bonnes fées de ton lapin de pied. ta visite sur notre tombe suffit. Mais comme ça, sois heureux dans ton monde. Allons, Georges, courage et debout. Il faudra de nouveau faire bonne figure pour les autres, ton fils, ta famille. Cela sera long, je le crains. Puisse mon sourire, qui a su séduire Fernande, ravir mes amis, enchanter ma famille, puisse-t-il revenir un jour? Puisse-t-il passer les générations, être toujours présent dans ma descendance? Ah oui, je le vois se souvenir. Moi, jusqu'à mon arrière-petit-fils, Pierre, dans 80 ans, qui éclaire la jeune génération sur ce que nous avons vécu durant ces terribles années de guerre, et que la vie soit toujours plus forte que la mort.
Donc à la régie, lumière, Matisse. Alors, Adrien qui descend les escaliers pour venir saluer. Brigitte a conduit la compétition du cœur. L'écriture, la mise en scène, Il y a aussi des lettres et photos en à la maison de mon père, là, les femmes un peu, c'était des choses à ne pas faire, je suis tombé dedans et ça m'a permis de faire. Vous avez le texte au dos du programme. Voilà. Attention, Brigitte, attends. Parlez-en à vos amis, réseaux, on est là dimanche 7h, et comme dans une bonne compagnie de théâtre, on va vous donner des tracts pour le spectacle qu'on fait derrière au mois de mars. Oscar et la dame. Voilà. Merci.